Nous vous emmenons en voyage dans les abîmes les plus profonds de la violence rituelle satanique. Le vol d'enfants à l'échelle mondiale, perpétré par une élite de criminels, est attesté par une multitude de survivants et de témoins. Si nous détournons le regard, si nous ne faisons pas la lumière tous ensemble, les coupables pourront continuer éternellement. Mais maintenant c'est terminé, nous sommes arrivés au bout du tunnel. Par conséquent, partagez cette vidéo dans toutes les langues, s'il vous plaît. Trafic d'enfants XXL. Des enfants sont inutilement séparés de leur famille à cause du Adoption and Safe Families Act, un règlement transformé en loi par Bill et Hillary Clinton en 1997. Il prend l'argent des fonds de sécurité sociale et le donne aux pays pour les inciter à retirer les bébés de leur famille. Donc, vous avez vraiment une option à ce stade. Vous devez le remettre aux secouristes et vous pouvez ensuite continuer joyeusement votre chemin avec vos amis et votre famille qui sont là. Ce n'est pas du tout joyeusement. Ou alors je vous le retire et vous allez en prison. Vous devez prendre cette décision. Vous devez la prendre maintenant. Je ne le laisserai pas partir. D'accord? D'accord. Laisse-le partir, s'il te plaît, pour qu'il ne lui soit pas fait de mal. Bon, viens ici une minute, d'accord? Je l'ai laissé partir, je l'ai laissé partir. Non, elle va en prison. Je voulais juste te dire que je ne pouvais pas, mais je l'ai quand même laissé partir. Mettez vos mains derrière le dos. Ils ont fermé la porte de l'ambulance, c'est la dernière chose que j'ai vue. Ils enlèvent mon petit-fils. Non, va dans la voiture, tout va bien. Je veux lui dire au revoir. C'est bon, dans la voiture, tu ne fais qu'empirer les choses. Chaque enfant vaut environ 1 million de dollars pour l'État. Le gouvernement fédéral perçoit chaque année 60 à 80 milliards de dollars qu'il transfère aux 50 États pour faire retirer des enfants. Les statistiques du CPS indiquent que 83% des prises en charge, c'est-à-dire lorsque les enfants sont arrachés à leurs parents par les services de protection de l'enfance, sont basées sur des accusations totalement infondées. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne pourrais pas croire que le gouvernement fédéral est devenu un service de livraison en gants blancs. Il est littéralement le livreur d'une organisation de trafic d'enfants. C'est eux qui le font. Et parce que ce gouvernement retient ces données et les cache aux forces de l'ordre, personne ne sait où se trouvent plus de 320 000 enfants. Nous avons 500 000 enfants qui ont des parrains dans ce pays et nous ne pouvons pas les trouver. Nous ne pouvons pas les trouver actuellement. Le professeur Andrea Christidis cite 160 cas connus d'enfants et d'adolescents violés par des super riches pendant des années dans des villages d'enfants SOS. Il existe 575 villages d'enfants dans le monde employant 5000 personnes. Andrea Christidis fournit les justificatifs et les noms. Les autorités sont régulièrement impliquées dans ces pratiques terribles. Selon un documentaire de la chaîne française N24, le chiffre d'affaires des pédophiles est estimé à 300 milliards d'euros dans le monde, dont environ 1 milliard rien qu'en Allemagne. Le nombre de cas non recensés est toutefois bien plus élevé. Selon l'Office fédéral de la police criminelle, plus de 18 000 victimes d'abus sexuels sur des enfants ont été recensées en Allemagne en 2024. Selon les enquêteurs, le nombre réel devrait être nettement plus élevé. Selon une commission d'enquête indépendante en Nouvelle-Zélande, environ 200 000 enfants, adolescents et handicapés auraient été victimes d'abus dans des institutions d'accueil publiques et religieuses. La vente d'enfants à des personnalités connues laisse supposer l'existence d'un vaste réseau. Les drogues, la violence et les électrochocs indiquent une torture psychologique telle qu'elle était pratiquée par MKUltra. 2 agents des services secrets ukrainiens ont témoigné de la disparition de plus de 9000 enfants dans le Donbass. Ils ont révélé des noms et des organisations qui placent des enfants d'Ukraine auprès d'élites pédophiles en Grande-Bretagne. Les 2 agents de renseignement ont été victimes d'un attentat à l'explosif. Lors de l'explosion, un agent et un membre de sa famille sont morts. L'autre agent a été blessé et est entré dans la clandestinité. Nous avons cependant encore des enregistrements de lui. Vasily Prozorov a mis au jour les structures du trafic d'enfants en Ukraine en désignant les coupables par leur nom. Il a révélé l'ensemble des processus et des liens du trafic d'enfants. Selon ses déclarations, les enfants sont envoyés à l'étranger sous prétexte d'être évacués loin de la zone de combat.
soit pour se faire soigner dans des cliniques britanniques, soit pour étudier dans des établissements d'enseignement au Royaume-Uni. Des bébés seraient également vendus sur le marché noir dans presque tous les pays occidentaux avec un alibi de maternité de substitution ou d'adoption. Le service de sécurité ukrainien serait à la tête de ce trafic d'enfants. L'ancien député Andrei Bridgen a transmis ces graves preuves des agents de renseignement au service de sécurité de la police et au MI5, mais rien n'a été fait. Il a également transmis les informations sur le trafic systématique d'enfants et la pédophilie de personnalités de haut rang à la NCA, l'Agence nationale britannique contre le crime, mais il ne s'est rien passé. Il a alors envoyé toutes les preuves à des politiciens de haut rang. Le seul résultat de tous ces efforts contre la maltraitance des enfants a été qu'il a été accusé de pédophilie par la police. Quand on voit au sommet de la pyramide les noms de ceux qui coordonnent ce crime, on comprend pourquoi les forces établies n'ont pas envie de mener des enquêtes. Bridgen a été accusé d'être membre de la franc-maçonnerie et d'avoir participé à des abus rituels sur des enfants lors de réunions maçonniques. Andrew Bridgen témoigne cependant qu'il a refusé d'adhérer à la franc-maçonnerie il y a 30 ans et qu'il n'en a jamais été membre. Un autre journaliste indépendant a vécu exactement la même chose. Lorsqu'il a transmis les preuves du trafic d'enfants de l'un des agents secrets à la NCA, à la police et au MI5, personne n'est intervenu. Il parle également de Natalia Urban, une journaliste connue qui a enquêté sur les organisations de traite des êtres humains. Elle était aussi courageuse qu'une lionne. Elle se serait ensuite suicidée en sautant d'un pont. L'ancien général américain Mike Flynn qualifie l'Ukraine de plaque tournante du trafic d'armes, de drogue et d'enfants. Les défenseurs des droits de l'homme de la Fondation pour la lutte contre l'injustice ont apparemment démasqué de hauts fonctionnaires de l'OTAN qui seraient impliqués dans l'organisation de réseaux pédophiles dans les pays de l'UE. Selon la Fondation, les militaires de haut rang ont profité de leur position pour abuser des enfants et ont également forcé leurs subordonnés à le faire. Des photos et des vidéos auraient été enregistrées dans le but de faire pression sur eux. La Fondation révèle d'abominables expériences de pédophilie menées par l'OTAN et la CIA dans le cadre du programme de contrôle mental MKUltra. Sur les possibilités de contrôle mental par les méthodes de torture particulièrement violentes. Un rapport de l'inspecteur général de la CIA confirme ces recherches. Selon de nombreux témoignages, le programme se poursuit toujours. Selon les déclarations de la Fondation, les médias et la Cour pénale internationale sont empêchés d'enquêter sur ces atrocités. Le professeur MacLeod, lanceur d'alerte de l'ONU, rapporte que du personnel de sécurité de l'ONU a enlevé des jeunes filles dans la zone de guerre en Yougoslavie. Il les aurait enchaînées dans des cages pour que le personnel de l'ONU les utilise comme esclaves sexuels. L'ONU était au courant de ces faits et les a étouffés. Pendant la guerre en Yougoslavie, près de 50 000 enfants ont été emmenés hors du pays. Un ex-officier des services secrets yougoslaves a vendu des enfants à des partenaires commerciaux occidentaux pour un prix unitaire de 20 000 marks. Les enfants n'ont pas été rendus à leurs parents par le Croissant Rouge ou la Croix-Rouge, ils ont tout simplement disparu. L'ex-chef du FBI, Ted Gunderson, enquêtait depuis les années 1970 sur les crimes sataniques commis sur des enfants aux États-Unis et sur l'implication de cercles haut placés et de la CIA dans le trafic international d'enfants. Selon ses déclarations, environ 100 000 enfants en sont victimes chaque année. Selon les déclarations d'un médecin, Ted Gunderson a été empoisonné. Le journaliste Guido Grande s'est infiltré dans le milieu pédocriminel afin d'identifier les structures et les auteurs de ces crimes et de transmettre les informations aux autorités d'enquête pénale. Il a ainsi obtenu d'horribles snuff vidéos dans lesquelles des bébés, des enfants de tous âges et des adultes étaient cruellement torturés, violés et parfois tués devant la caméra. Dans son livre « Hardcore Kindersatanismus Band 3 », il décrit les abus rituels et la torture de 109 victimes. Au total, 3 946 victimes, 796 auteurs et 41 témoins ont été identifiés. Et on ne cite pas ici les tomes 1 et 2. Dans ces livres, Caro M, Ehaik A, Irène Z, Michael J et Mona C
y raconte par exemple des meurtres rituels sataniques de bébés, d'enfants et d'adultes, ainsi que du cannibalisme, des viols et des tortures cruelles. Guido Grant y décrit de manière réaliste et détaillée les stratégies utilisées par les agresseurs pour que leurs sacrifices rituels ne soient pas découverts. Welche Strategien Täter anwenden, damit die Opferungen nicht auffliegen. Guido Grant est le journaliste le plus connu dans les pays germanophones qui a enquêté sur la violence rituelle satanique. Il y a de nombreuses années, les médias publics se référaient encore à ses recherches et publiaient ses mises en garde contre le satanisme. Mais ce n'est plus le cas depuis longtemps, bien que des experts confirment dans un rapport gouvernemental anglais que les abus rituels sataniques ne sont pas un mythe. Examinons maintenant un cas récent en Allemagne. Dès l'âge de 2 ans, une fillette revenait toujours complètement perturbée après les visites chez son père. Elle pleurait et criait tout le temps. Elle a raconté que son père l'avait emmenée chez des hommes à capuche noire qui l'avaient cruellement torturée et abusée. Ils ont pris des photos d'elle. Elle se plaignait de douleurs abdominales et avait beaucoup de mal à aller à la selle et en avait une peur folle. Lors de l'échographie, le pédiatre a découvert une dilatation extrême du rectum. La mère a raconté que l'enfant avait presque toutes les nuits de terribles flashbacks au cours desquels elle hurlait de douleur pendant 1 ou 2 heures, les yeux ouverts. « Arrêtez, arrêtez, je n'en peux plus, arrêtez !» Le papa aurait menacé de tuer son chien si elle le racontait. L'enfant a crié très fort « Je ne veux plus jamais revoir mon papa !» Toutefois, aucune enquête n'a été ouverte contre le père. Le résultat de toutes les auditions, malgré les déclarations de tous les experts, de la mère et de l'enfant, est le suivant. Transfert forcé chez le père. Il a obtenu la garde exclusive. La mère aurait fait croire tout cela à l'enfant. Sovend a vécu la même chose avec sa fille, comme Séverine avec son petit garçon Amaury, qui a été violé et torturé. Il avait l'anus dilaté et même déchiré. Mais le même jeu a commencé, tout comme pour les enfants de Dalila Sadok et de nombreuses autres mères. La justice bloque les poursuites judiciaires. Nous nous mettons maintenant à la place de cet enfant. Comment peut-il se défendre? Qui va écouter cet enfant si même toutes les confirmations des experts sont ignorées? Même l'échographie du rectum dilaté ne déclenche pas d'enquête contre le père. Dernièrement, j'ai été brutalement agressée dans la rue. J'ai eu le nez cassé et d'autres blessures. Il y avait des photos de témoins, on avait la plaque d'immatriculation et tout. Pourtant, la police n'a pas pris de mesures de son propre chef et n'a pas donné d'amende. Tout dépendait de moi. C'est moi qui devais déposer une plainte, qui devait aller au tribunal si une sanction devait être prononcée. C'est la règle du droit civil. Imaginons maintenant ce que ce garçon doit faire. Il n'a pas de photo, pas de plaque d'immatriculation et pas de témoin avec lui. C'est une des vidéos les plus inoffensives que je vous fais regarder ici. Mais nous devons nous identifier à cette détresse. Steffi, comment se fait-il que, malgré toutes les déclarations de l'enfant et de la mère, aucune enquête n'ait été ouverte contre le père? Oui, Loïs, c'est ce que nous explique Uwe Kranz, l'ancien chef d'un office régional de police criminelle allemand. Il a consacré plus de 50 ans de sa vie à la lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Il rapporte que la justice est la pire des choses. En effet, lorsque la police enquête sur des cas et les transmet au parquet, ceux-ci sont presque toujours classés sans suite par la justice. Kranz parle de toute une industrie basée sur le trafic d'enfants. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année. Il parle de 60 000 enfants disparus rien qu'en Ukraine. Les parlementaires et les commissions d'enquête en ont apporté la preuve. Si on le voulait, on pourrait améliorer et élargir les systèmes d'enregistrement et de suivi de ces cas. Mais la volonté politique fait défaut, car de nombreux politiciens et parlementaires sont justement eux-mêmes impliqués et ne veulent pas que les choses soient mises en lumière et fassent l'objet d'une enquête. Il n'y aurait pas que la liste d'Epstein, mais aussi beaucoup d'autres qui montrent quels députés, chanteurs, artistes et personnalités d'Hollywood sont impliqués. Auf 1 a réalisé une interview avec Uwe Kranz, Guido Grant et Werner Reichel sur les réseaux mondiaux de pédophilie. Werner Reichel a écrit un livre sur ce réseau de pédophiles. Il y explique par exemple comment, dans le cas de Natascha Kampusch, un seul coupable a été désigné dès le départ, comme dans le cas de Dutroux et d'Automul.
Il en va de même dans l'affaire Teichtmeister. Selon Reichel, l'ordinateur portable de ce dernier aurait été le jackpot permettant de découvrir l'ensemble du réseau pédophile. Son implication dans la franc-maçonnerie était également connue, mais des délinquants isolés ont toujours été mis en avant pour détourner l'attention des réseaux de délinquants. Vous trouverez plus d'informations dans l'émission « La justice impliquée dans des réseaux pédocriminels ». Dans le cas de Natascha Kampusch, le parquet voulait clore l'affaire le plus rapidement possible. L'enquêteur en chef, Franz Kröll, n'a cependant jamais cru à la théorie de l'auteur unique. Il a enquêté sur plusieurs auteurs car il y avait des centaines d'indices de complicité. De son vivant déjà, il a été régulièrement harcelé et entravé dans ses enquêtes, si bien qu'il a finalement continué à enquêter à titre privé. Cela semble avoir été son arrêt de mort. Après sa mort, son frère s'est emparé de l'ordinateur portable contenant tous les résultats privés de l'enquête. Le parquet a placé le frère en détention provisoire et confisqué l'ordinateur portable. Ensuite, il a été officiellement annoncé qu'il n'y avait rien de pertinent sur l'ordinateur portable de son frère. À ce propos, le professeur David Callum a déclaré « Si le contenu de l'ordinateur portable d'Anthony Weiner était un jour rendu public, cela ferait tomber l'ensemble du gouvernement américain. » Il dit que 9 policiers ont regardé les vidéos et ont dû quitter la pièce à plusieurs reprises parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qu'ils voyaient. Tous les 9 sont morts aujourd'hui. Un officier de police judiciaire rapporte également que les agents de police sont freinés lorsqu'ils enquêtent et qu'ils font des investigations sur ces affaires. Ils sont harcelés, ostracisés ou se voient retirer le dossier. On prétend que l'enquêteur n'est pas assez objectif, trop proche de la victime ou partial. Colom évoque ensuite tant de victimes qui font les mêmes descriptions cruelles de la violence rituelle que toutes les sonnettes d'alarme sonnent chez lui. Cela doit tout de même exister, même si dans la tête, on voudrait que cela ne se passe pas ainsi. Il n'a toutefois pas le droit de parler ouvertement de la violence rituelle, raison pour laquelle il doit faire ses déclarations de manière anonyme. Le policier zurichois Peter Mattis évoque une affaire similaire dans laquelle un président de tribunal présumé pédophile a fait l'objet d'une enquête. Celui-ci se serait rendu régulièrement à Paris pour abuser de garçons. Les enquêteurs français étaient déjà prêts pour une surveillance et une éventuelle arrestation à Paris. Tout était prêt. Cependant, lorsque le ministère public zurichois a eu connaissance de l'affaire, il a immédiatement stoppé l'enquête. La procédure a été abandonnée. Mais le policier Mattis, le responsable du dossier Rudy Urban et un juge d'instruction ont fait plusieurs tentatives. Ils ont déposé des preuves et ont voulu porter l'affaire devant la justice. Mais ils ont échoué un peu partout. Selon les déclarations de Mattis, le procureur général aurait dit en substance « Si quelqu'un ose encore une fois lever ne serait-ce que le petit doigt contre le président du tribunal accusé, il peut faire sa valise et partir ». Dans une interview accordée à CLA TV, Mattis donne les noms des différents responsables. Kevin témoigne de cet abus de justice du point de vue de la victime. Il a été placé en famille d'accueil alors qu'il était encore un jeune enfant et a été maltraité pendant des années par eux, leur fille et le médecin de famille. Il s'agissait d'abus sexuels graves et de torture. Kevin raconte que le médecin de famille a établi des certificats médicaux pour qu'il ne soit pas emmené chez ses parents biologiques. Un expert neutre a ensuite réalisé une expertise au foyer pour enfants, à la suite de laquelle les parents ont porté plainte. Des témoins importants n'ont pas été invités par le juge principal. L'accusé a été acquitté et même récompensé par 2000 francs de réparation morale. Une élite criminelle en réseau. Jusqu'ici, nous pouvons donc constater que, selon tous ces témoignages, ce sont justement les plus hauts fonctionnaires de la justice qui bloquent toujours lorsque de tels cas doivent faire l'objet d'enquêtes. Les fonctionnaires de police sont entravés dans leurs enquêtes, surtout lorsqu'il s'agit de révéler les réseaux de criminels de l'élite. C'est précisément de ces réseaux de criminels de l'élite que 385 survivants d'abus rituels ont déjà parlé dans mes 3 épisodes sur la secte de sang, publiés au cours des 3 dernières années. Au total, j'ai donné la parole à 213 témoins au cours de ces 3 épisodes. Cette année, 640 autres victimes et plus de 80 autres témoins, dont certains seront cités dans ce film, se sont déjà ajoutés à la liste. Loïs, est-ce que je peux te demander, quels sont les agresseurs? S'agit-il d'un groupe particulier? Qui les victimes désignent-elles comme agresseurs? Nous avons effectué une analyse avec les déclarations des 1024 survivants de mes 4 documentaires qui ont donné le nom ou le contexte des agresseurs. En effet, des agresseurs ont été nommés pour chacun des 12 thèmes de notre agence médiatique internationale. Voici la répartition des thèmes sur CLA TV. Les plus de 25 000 émissions de CLA TV qui font l'objet de recherches approfondies ont donné une image claire.
Les réseaux de délinquants de l'élite s'étendent aux 12 thèmes. Si je peux t'interrompre un instant, Loïs, étant donné que la censure sur Internet progresse en permanence et que des informations aussi importantes sont de plus en plus souvent supprimées, vous pouvez obtenir gratuitement l'ensemble de nos archives CLA TV avec les 25 000 émissions en plus de 80 langues. Cela représente des productions d'une valeur d'1 milliard d'euros, 13 ans d'engagement bénévole de milliers de contributeurs. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur www.cla.tv/2+. Exactement, merci Steffi. Nous avons analysé toutes les déclarations des victimes et des témoins. Je vous montre un exemple tiré du domaine politique. Je fais apparaître les politiciens accusés qui ont été décrits par les victimes comme les coupables dans des scandales qui ont éclaté publiquement. De nombreux hommes politiques américains sont cités dans le scandale Franklin, les viols d'enfants et les chasses à l'homme de Bohemian Grove. Dans les affaires d'abus autour du pédophile britannique Jimmy Savile, dans les révélations du militant des droits de l'homme Peter McKelvey et du survivant David d'Angleterre, les noms des politiciens pédocriminels britanniques sont rendus publics. Malheureusement, 40 noms de députés impliqués ont été cachés au public. C'est Margaret Thatcher, l'ancienne Premier ministre, qui a couvert cela. Vous trouverez de nombreuses sources à ce sujet sous l'émission. La liste dite Reigns mentionne également de très nombreux hommes politiques britanniques qui ont été auteurs d'abus rituels sataniques. La psychiatre Joanne Coleman a énuméré ici tous les agresseurs qui lui ont été cités par sa patiente Hélène G et par d'autres patientes. Dans l'immense réseau belge de délinquants autour de l'affaire Dutroux, qui comprend au total environ 90 violeurs d'enfants, nous avons filtré les politiciens de manière visible, le tout solidement étayé par des sources. D'autres pays comme la France, le Portugal et l'Allemagne ont également fourni des témoignages et des rapports sur l'implication d'hommes politiques. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons créé sur la base de données publiques une page sur Vetopédia sur laquelle les victimes et les témoins de violences rituelles, de placement d'enfants ou de trafic d'enfants du monde entier peuvent s'inscrire. Ainsi, la lumière est faite sur ces agissements malveillants et les réseaux de malfaiteurs sont démantelés dans le monde entier. Je fais donc appel à vous, survivants et témoins de violences rituelles. N'hésitez pas à vous inscrire sur vetopédia.org. Les victimes et les témoins autour de l'affaire Epstein font également état de ce réseau criminel de l'élite. Avant son élection, Trump avait promis de publier tous les dossiers relatifs à l'affaire Epstein. Déclasseriez-vous les dossiers Epstein? Oui, je le ferai. Mais maintenant, tout à coup, il a complètement tourné et les dossiers ne sont pas déclassifiés. Vous parlez encore de Jeffrey Epstein? On parle de ce type depuis des années. Pourquoi l'affaire Jeffrey Epstein serait-elle intéressante pour quelqu'un? C'est plutôt ennuyeux. Nick Bryant avait déjà publié sur Internet en 2015 les protocoles de vol concernant le Black Book d'Epstein. À la page 85, on y lit clairement le nom de Donald Trump et bien d'autres noms de personnalités éminentes. Nick a obtenu ces informations par l'intermédiaire d'Alfredo Rodriguez, le majordome d'Epstein. Virginia Giuffre, une victime connue d'Epstein, a confirmé tous les auteurs mis en avant par Rodriguez. Virginia Giuffre a accusé, outre Epstein, les personnalités de l'élite qui apparaissent à l'écran d'avoir abusé d'elle. Elle a été retrouvée morte à son domicile après un accident douteux le 25 avril, prétendument par suicide. Elle a cependant déclaré dans un tweet, bien avant, qu'elle n'était en aucun cas suicidaire, mais que de nombreuses personnes mal intentionnées voulaient la faire taire. Kathy Johnson de Californie est une autre victime et a témoigné qu'elle avait été violée par Epstein et Trump. Donald Trump m'avait demandé spécialement parce que je lui rappelais sa fille. Et il a dit, « Eh bien, elle a aussi 13 ans. » Donc, il le savait déjà quand il m'a vue pour la première fois. Mais il est venu me voir en colère parce que je pleurais et m'a dit que je devrais être reconnaissante que quelqu'un comme Donald Trump ait pris ma virginité. Dans sa déclaration sous serment, elle a fait savoir que Trump aimait regarder les orgies d'Epstein pendant qu'il se masturbait et qu'il s'était plaint de la fellation qu'une fille de 13 ans et une autre de 12 ans avaient pratiquée avec lui. Dans le procès verbal du tribunal, le récit de Kathy sur les viols de Trump est consigné. 12e,
Lors de la 4e et dernière rencontre sexuelle avec le défendeur Donald Trump, la plaignante Katie Johnson a été attachée à un lit par le défendeur Trump, qui a ensuite violé la plaignante Johnson. Au cours de cette agression sexuelle brutale, la plaignante Johnson a supplié à haute voix le défendeur Trump d'utiliser un préservatif, s'il vous plaît. Le défendeur Trump a réagi en frappant violemment la plaignante Johnson au visage avec le plat de la main et en criant qu'il ferait ce qu'il voulait, étant donné qu'il refusait d'utiliser une protection. Lorsque la plaignante a demandé à Katie Johnson en larmes ce qui se passerait s'il la mettait enceinte, le défendeur Trump a saisi son portefeuille, lui a jeté un peu d'argent et lui a crié d'utiliser cet argent pour un putain d'avortement. Le journaliste et écrivain américain Michael Wolff rapporte que Melania, la femme de Trump, a eu des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein 1 an avant de rencontrer Trump. Lorsque la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, a été condamnée pour trafic sexuel, Trump a déclaré qu'il lui souhaitait le meilleur. Il l'avait souvent rencontrée par le passé, lorsqu'ils vivaient tous les deux à Palm Beach. Maria Farmer, victime d'Epstein, témoigne que Donald Trump traînait toujours avec Epstein et son épouse de l'époque, Ivana Trump, avec Ghislaine. Ils se seraient souvent promenés ensemble et auraient abordé des filles pour obtenir leur numéro de téléphone. Le top modèle à succès Stacey Williams révèle également l'amitié étroite entre Trump et Epstein. Epstein aurait constamment parlé de Donald Trump, le seul ami qu'il ait jamais mentionné. Epstein lui-même a déclaré en public que Trump était son ami le plus proche. Stacey aurait même subi des attouchements de la part de Trump pendant qu'Epstein était présent. Pas étonnant que la récente visite d'État de Trump en Grande-Bretagne ait suscité de grandes protestations. Des militants britanniques ont projeté des photos communes de Donald Trump et de Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, ce qui leur a valu d'être emprisonnés. Trump a d'ailleurs réclamé mi-juillet 10 milliards de dollars au Wall Street Journal pour avoir fait état de prétendus liens avec Epstein. L'avocat d'Epstein, Alan Dershowitz, a négocié avec le procureur américain Alexander Acosta un accord en vertu duquel tous les complices de Jeffrey Epstein se sont vus accorder une immunité globale. Cet avocat, Alan Dershowitz, a également été accusé d'abus par Virginia Giffre. Nous pourrions maintenant parler de beaucoup d'autres victimes d'Epstein, par exemple de Jess Michaels ou des 24 victimes de Palm Beach, des agressions sur mineurs et de la manière dont l'affaire a été retirée à la police. En tout cas, nous comprenons déjà beaucoup mieux pourquoi les dossiers Epstein n'ont pas été publiés jusqu'à présent. La victime d'Epstein, Juliette Bryant, a prédit que d'après elle, rien ne serait publié. Après tout, elle a connu de près le réseau d'agresseurs de l'élite autour d'Epstein. Sa vidéo a déjà été supprimée sur YouTube, mais nous l'avions sauvegardée à temps. Donc, Juliette Bryant a été victime à l'âge de 20 ans d'une prétendue agence de mannequins organisée par Epstein. Elle a été maltraitée, exploitée et utilisée pour des tests de laboratoire. Selon d'autres sources, Trump avait d'ailleurs lui-même une agence de ce type appelée Trump Model Management, participation à partir de 14 ans. Selon de nombreux rapports de médias établis, l'agence de mannequins de Trump a également servi de façade à ce trafic d'êtres humains. Au moins 28 jeunes femmes ont porté plainte pour inconduite sexuelle allant jusqu'au viol. Trump a stoppé une enquête du Sénat au cours de son premier mandat. Revenons à Juliette Bryant, la modèle victime. Elle raconte qu'elle s'est un jour réveillée nue et paralysée sur une table de laboratoire. Autour d'elle se tenaient des personnes en combinaison de protection. Elle dit qu'Epstein était très ami avec Bill Clinton, Kevin Spacey et Chris Tucker. Juliette témoigne qu'Epstein a travaillé pour le Mossad avec Robert Maxwell et Leslie Wexner. David Icke confirme dans une interview qu'Epstein a dirigé une opération d'extorsion pour le compte d'Israël et du Mossad. Epstein aurait également dit personnellement à Juliette qu'il avait travaillé pour la CIA. Il semble qu'il ait eu des photos de lui avec le pape et Fidel Castro et qu'il ait été ami avec George Bush, Trump et le prince Andrew. D'ailleurs, Trump a récemment déclaré à Fox News « Je ne connais pas le prince Andrew ». Il avait pourtant été photographié avec le prince Andrew en 2000. C'est idiot. Selon ses propres déclarations, Juliette a également été emmenée dans la villa de Bill Richardson où se trouvaient également Epstein et Clinton. On aurait dit que tout le monde était en réunion. Ensuite, une odeur très étrange d'urine et d'excréments et de quelque chose d'indéfinissable et d'horrible s'est dégagée de la pièce. Juliette soupçonne que c'était l'odeur d'un cadavre. Elle décrit en outre un cruel rituel satanique d'Epstein que nous ne pouvons pas reproduire ici.
Elle fait état de nombreux indices selon lesquels certains cercles de la soi-disant élite seraient profondément impliqués dans des pratiques occultes. De nombreuses preuves se seraient accumulées au fil des ans, faisant état de la sombre réalité des sacrifices rituels et de la pratique de la magie noire dans les cercles d'élite. Abus rituels sataniques. Ces dernières années, des centaines, voire des milliers de survivants de la violence rituelle satanique se sont exprimés publiquement et ont brisé le silence. Emma Catherine des États-Unis a par exemple donné la parole à de nombreux survivants sur sa chaîne. Elle fait un excellent travail d'information et est très appréciée par les personnes concernées dans le monde entier. Mathias d'Allemagne a lui aussi franchi le mur du silence avec sa chaîne inébranlable Survivre aux abus sexuels. Dans ses interventions, il donne la parole à de nombreux survivants, tout comme le canal de Lifeline et du mouvement 50 Voices. De très nombreux canaux et initiatives ont vu le jour dans le monde entier pour sensibiliser aux abus rituels. Tous les survivants disent la même chose, même s'ils parlent des langues différentes. Sa série de films, La secte du sang, a également fait le tour du monde en 42 langues et a été vue 13,7 millions de fois. Tu as ainsi jeté un pavé dans la mare, Loïs. Nous voyons ici que ton documentaire est parvenu jusqu'en Israël. Oui, exactement. En Israël aussi, un déluge de révélations s'est abattu. Nous avons été submergés de divers côtés par des rapports terribles sur la violence rituelle en Israël. C'est pourquoi nous allons maintenant nous y intéresser de plus près. Mais reprenons depuis le début. De l'âge de 5 ans à 20 ans, Yael Ariel a été victime d'abus rituels et obligée d'infliger des sévices à d'autres enfants. Elle a été gravement blessée lors des rituels. Mais Yael a toujours eu terriblement peur de rendre public ce qu'elle avait vécu. Mais elle a ensuite observé comment, ces dernières années, de plus en plus de survivants ont révélé les abus rituels sataniques et comment cela s'est beaucoup répandu sur Internet, ce qui lui a donné du courage et l'a poussée à franchir le pas en 2022. Elle a publié des faits sur la violence rituelle sur Facebook. Elle a ensuite tremblé de tout son corps pendant 2 heures, comme elle le raconte. Puis une énorme avalanche s'est déclenchée. 60 survivants de tout Israël l'ont contacté dès la première vague et ont raconté les mêmes histoires de violences rituelles sataniques, les mêmes expériences qu'elle a vécues. Des personnes de haut rang auraient été impliquées dans les abus rituels commis dans tout le pays. Des médecins, des rabbins de haut rang, des policiers, des pédagogues et même des députés de la Knesset, anciens ou encore en fonction. La plupart des auteurs seraient issus des milieux ultra-orthodoxes et sionistes, dont les œuvres montrent cependant qu'ils se disent juifs religieux, mais ne le sont pas. Jésus a appelé de tels trompeurs la synagogue de Satan. Mais selon Yael Ariel, il y aurait des victimes de tous les secteurs, y compris arabes, car les agresseurs collaborent. En 2023, une autre étape très décisive a été franchie. Daniel Sharon, le PDG du magazine Bereshit, le seul média alternatif en Israël, a publié le premier article sur les abus rituels. Il y est question de plus de 200 enfants victimes d'abus rituels dans plusieurs quartiers de Jérusalem. Cette affaire a été rendue publique en 2019 par le documentaire The Dark Secret of Jerusalem. En 2010, les premiers témoignages sont apparus et une enquête a été ouverte. Sur une période de 10 mois, une centaine d'enfants concernés ont été entendus pour ne condamner ensuite que 2 personnages marginaux et insignifiants par rapport à ces événements. Cependant, après avoir reçu une centaine de témoignages supplémentaires, l'enquête a été rouverte. Cependant, en août 2016, les dossiers ont de nouveau été clos au motif que les enfants avaient inventé l'histoire et que les soignants et les thérapeutes avaient implanté de faux souvenirs dans l'esprit des enfants. La procédure a été abandonnée. En décembre 2020, l'affaire a été portée devant la Knesset, mais sans suite. Daniel Sharon et Yael Ariel se sont associés dans la lutte pour l'éducation et ont créé un site web en hébreu pour dénoncer les abus rituels. Cela a déclenché un débat national. Et puis, il y a Shoshana Strock, la fille de la ministre des colonies et des affaires religieuses par intérim, Orit Strock. Shoshana a publié une vidéo dans laquelle elle indique qu'elle a été abusée sexuellement par ses 2 parents depuis sa plus tendre enfance et que les abus ont été filmés pour la pornographie enfantine. Elle se souvient également de violences rituelles. La vidéo s'est répandue dans tout le pays en une journée. Elle a ensuite été interdite en haut lieu et a dû être supprimée.
Cependant, à ce moment-là, elle avait déjà été diffusée sur toutes sortes d'autres canaux et comptait plus de 3 millions de vues. La vidéo originale n'a eu qu'1 million de vues. Les médias ont complètement balayé cette affaire sous le tapis. Bien que les médias publics aient passé l'affaire sous silence, les cris des survivants se sont fait entendre si fort qu'une grande partie du peuple israélien s'est réveillée. L'affaire a été portée devant la Knesset, le Parlement israélien, et même les médias grand public n'ont pu éviter d'en parler. Certes, les auditions devant la commission de la Knesset ressemblent davantage à un alibi. Les survivants finissent par accuser, entre autres, d'anciens et actuels députés de la Knesset d'être les coupables du crime. Néanmoins, c'était un peu comme une rupture de barrage. 9 survivants de la violence rituelle se sont exprimés devant la commission de la Knesset. Nechama a parlé d'une très grande organisation criminelle de pédophilie dans laquelle sa mère jouait un rôle central. Nechama essaye d'arrêter sa mère depuis 36 ans. Elle connaît les lieux, les noms et les détails des événements. Elle aurait déjà contacté la police à l'âge de 10 ans, mais rien ne s'est passé. Elle a le sentiment que ce qui se passe est décidé d'en haut et que l'on veut étouffer tout cela, car il s'agit de personnalités très haut placées. Tess a raconté que dès l'âge de 6 ans, elle s'est rendue à la police pour des crimes commis à son encontre et qui ont été filmés. Mais personne ne l'a cru et le dossier a été clos. Elle a ensuite entendu parler de nombreuses personnes qui avaient vécu la même chose. C'est ainsi qu'elle a mis en ligne ses expériences et qu'elle a commencé à recevoir d'innombrables messages de femmes et d'hommes qui s'adressaient à elle pour raconter leurs histoires personnelles. 5 autres survivants ont raconté à la Knesset de manière anonyme, c'est-à-dire hors caméra, d'horribles rituels de torture satanique que nous ne souhaitons pas décrire en détail. Outre Yael Ariel, Yael Chitrit a également témoigné. Elle témoigne des abus rituels qu'elle a subis entre l'âge de 3 et 6 ans, ainsi qu'entre 12 et 22 ans. Elle a été transportée de rituel en rituel par les groupes les plus divers. Là, par exemple, de nombreux hommes nus se tenaient en cercle autour d'elle et lui faisaient les choses les plus cruelles qui puissent venir à l'esprit d'un être humain. L'abus rituel est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de prendre une petite fille de 3 ans et de la programmer avec du sadisme, du viol, des menaces, de la manipulation et des jeux psychologiques pour qu'elle fasse tout ce qu'ils disent, quand ils le disent, sans que personne ne puisse le savoir, pas même moi. Même pas moi, parce que je vais me lever le lendemain et aller à la maternelle, et je vais aller à l'école, et je vais aller au lycée, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je vais avoir de nombreux symptômes de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires, d'angoisse et de dysfonctionnement, mais je ne sais pas pourquoi. Car ils savent ce qu'ils font. Ils nous programment, ils nous pourchassent. Ils m'ont poussé à maltraiter d'autres filles et garçons. Ils ont programmé mon cerveau pour dire des mots et que je ne m'en souvienne pas. La police est au courant depuis 1 an. Ils n'ont pas les moyens de traiter quelque chose d'aussi gros parce que ceux qui tomberaient sont des personnes très haut placées. Les personnes qui dirigent les autorités, les communautés, ils nous menacent. Nous ne pouvons pas aller à la police. J'ai des enfants à protéger. Leur mission est non seulement de comprendre ce qu'est l'abus rituel, mais aussi de créer quelque chose qui puisse s'occuper de ce phénomène fou. Parce que l'esprit humain de vous-même et de l'ensemble du public est émotionnellement incapable de comprendre ce que c'est. Et nous avons survécu. Ils ont essayé de faire de nous ce qu'ils sont, nous qui sommes assis ici. Les gens qui nous ont violés, qui nous ont infligé des souffrances infinies,
à travers des études de la fonctionnalité humaine, des règles humaines très compréhensibles, des techniques et des formules pour contrôler les cerveaux des garçons et des filles. Votre rôle n'est pas seulement de comprendre ce qu'est un abus rituel, mais de faire en sorte qu'il cesse ici, à Israël, à Safed, à Jérusalem, à Haïfa, à Jaljulia et partout dans le pays, sans distinction de secteur ou de religion. Yael Chitrit, nous t'aimons. Nous porterons ton cri avec la TV jusqu'aux extrémités de la terre. Yael Ariel, Tess, Shoshana, Nechama, Daniel Sharon, nous vous aimons tous. Nous vous envoyons notre salut chaleureux d'un profond attachement à Israël. La programmation. Florian Home était un membre haut placé de la haute finance et a géré jusqu'à environ 3 milliards de dollars américains. Il était un gestionnaire allemand de fonds spéculatifs, un grand investisseur et un chef d'entreprise dans le domaine de la gestion de fortune internationale. Il était milliardaire, possédait 2 jets, des châteaux, un bon yacht de luxe et 7000 mètres carrés de surface habitable répartis dans différents pays. Il a fréquenté dès son plus jeune âge des écoles d'élite aux États-Unis et suivi des études à l'université de Harvard et obtenu un master en administration des affaires à la Harvard Business School. À 19 ans, il avait sa propre entreprise de plusieurs millions de dollars. Il est, comme il le dit, issu d'une famille qui travaille avec les Rothschild depuis 4 générations. Son grand-oncle maternel est le chef d'entreprise Joseph Neckermann. Son beau-père de l'époque était membre du Council on Foreign Relations et était le patron de la Bank of Boston pour l'Amérique latine, Haïti et les Caraïbes. Dans une interview de près de 3 heures à Ungescriptet by Ben, il se décrit lui-même comme un produit MK Ultra. Selon ses propres dires, Home a subi depuis l'âge de 4 ans des abus physiques, psychologiques et sexuels, ainsi que des tortures à des fins de programmation ciblée. Son père l'a violé et a fait preuve d'une extrême violence à son égard, si bien qu'une fois il a eu 4 côtes et 2 dents cassées. Florian voulait sans cesse sortir de là et échouait lamentablement. Lorsque cela a enfin été possible à 47 ans, une chasse à l'homme internationale a commencé. Sa fiche Wikipédia se lit comme un roman policier. Il s'agit de conserver le pouvoir, de le transmettre, de le potentialiser. Rien d'autre n'est important. Les livres d'histoire sont importants. On veut trier les plus intelligents, les traumatiser, les reconstruire. Cela peut être les mathématiques, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être la politique. Nous vivons dans un monde illusoire. Oh mon Dieu, tu es un putain de produit MK Ultra. Par des abus physiques, psychologiques et sexuels que le jeune enfant, ça a commencé pour moi 5 ans, 4 ans en fait. Il existe aussi des photos qui le prouvent. Cassé, brisé. Qu'est-ce qui manque? L'amour et l'attention. L'amour et l'attention pour ceux qui sont brisés ne s'obtiennent que par des performances extraordinaires. Alors tu auras peut-être droit à un câlin. Tu recevras peut-être des félicitations pour la première fois. Tu es aussi puni si la performance n'est pas au top. Il y a aussi du sadisme. Qui fait des conneries aussi tordues avec des enfants? Malheureusement, j'appelle cela la sélection darwinienne. Parce que ce qui est si dur, peu de gens y arrivent. Donc les résilients, c'est peut-être 2 ou 3%. Tu en introduis 100 dans le programme, mais il n'en sort que 3. Mon frère a développé un asthme sévère. Il a dû redoubler une classe. Et je connais encore quelques personnes du programme qui sont bipolaires. Certains sont bien sûr morts assez tôt. Beaucoup sont toxicomanes. Mais c'est une chose impitoyable. Et tu es transformé en machine à performance. J'avais en grande partie refoulé les graves abus. Tu vas dans un espace... où il y a un autre monde. Tu sais, dans l'abus. Florian connaît des personnalités très connues et influentes qui ont suivi le même programme. Lorsque Ben lui demanda s'il racontait exactement la même chose que lui, il répondit « Il est absolument interdit de sortir de là. » Ça fait directement penser à une secte, non? Comme des centaines de victimes et de témoins dans le monde entier témoignent de la même chose, j'ai appelé ma série « La secte du sang ». Pourtant, Lou Buchler de Rélinfo a publié il y a quelques jours un article à mon sujet dans lequel il était écrit que j'avais inventé tout cela.
Bien sûr que nous sommes la méchante secte et que mon papa est le méchant chef de la secte. De tous les hommes, c'est un homme pieux qui se tient devant Dieu jour et nuit et qui a une conscience si fine qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Et nous et les enfants, il nous a câlinés et embrassés plusieurs fois par jour pendant toute notre enfance. Et bien sûr encore maintenant quand nous nous voyons. Ce dont Florian Home n'a fait que rêver, nous l'avons eu en abondance. Amour, estime et reconnaissance. Lou Buchler de Rélinfo est apparemment d'avis que j'ai une imagination atroce et que j'ai imaginé les descriptions de viols et de tortures les plus abjectes pour 385 victimes. C'est toi qui aurais inventé un truc aussi tordu? Depuis des années, je te vois comme l'une des militantes les plus sincères et les plus généreuses de la vérité et de la justice. Loïs Sasek a écouté d'innombrables récits cruels, directement de la bouche des personnes concernées. Elle descend toujours dans ces fosses de boue profondes parce que tous les autres journalistes qui sont bien payés ne le font pas, ou n'ont pas le droit de le faire. La plupart du temps, tu réalisais ces documentaires la nuit parce que tes journées étaient déjà assez chargées. Oui, et à chaque fois, je n'ai mis dans mes documentaires qu'une infime partie de tout ce mal, pour épargner les téléspectateurs. Mais si le résultat est qu'on ne croit pas les survivants, si on ne croit pas qu'il existe des gens aussi pervers qui torturent d'autres personnes pour les rendre dociles et les programmer, alors il faut le voir de ses propres yeux. C'est pourquoi je vous montre maintenant une vidéo de torture très floue et très censurée qui a été rendue publique, mais sans aucun bruit, seulement 6 secondes. Parce que nous devons tous regarder et parler jusqu'à ce que tout le monde soit au courant, sinon cela ne s'arrêtera jamais. Je t'interromps encore un instant. Il est évident que les auteurs ne veulent pas que de telles vidéos soient rendues publiques. C'est pourquoi tous les ordinateurs portables sont toujours vidés en premier lorsqu'un délinquant est démasqué. John McAfee a par exemple pris, au moyen de drones, des photos haute résolution de l'île Epstein et a recueilli 31 téraoctets de matériel compromettant sur le syndicat des trafiquants d'êtres humains de l'élite. On y verrait des rituels païens, des influences sataniques et des abus rituels sur des enfants. Il aurait également pris des photos HD montrant le roi Charles sur l'île Epstein. Et pas seulement en visite, mais il aurait été photographié en pleine activité sexuelle avec des garçons mineurs. Toutes les vidéos publiques ont été supprimées. Sur sa chaîne X, j'avais encore vu comment il écrivait le 15 octobre 2020. « Je suis bien ici, j'ai des amis, la nourriture est bonne, tout est bon. Si je me pendais comme Epstein, ce ne serait pas ma faute. » 8 mois plus tard, le monde entier a appris que McAfee aurait été retrouvé mort dans sa cellule de prison, une corde autour du cou. Selon sa femme, John parlait souvent d'agents de la CIA sans scrupules et de cartels qui voulaient le tuer parce qu'il détenait des informations importantes qui faisaient de lui une menace pour des personnes puissantes. Après la publication, il aurait subi de nombreuses attaques et des accidents évités de justesse. C'est justement lorsque toutes les vidéos de révélation le concernant ont été censurées qu'il est d'autant plus urgent de rendre ces crimes publics. Et c'est pourquoi nous allons maintenant regarder ces 6 secondes afin que personne ne puisse dire que cela n'existe pas. Vous venez d'assister à 6 secondes de vidéos de torture floue sans les cris déchirants et c'est déjà insoutenable. Et maintenant, nous nous mettons à la place de cette victime attachée. C'est précisément ici que se produit, selon les déclarations d'experts du haut niveau, ce que l'on appelle un dédoublement de personnalité. Selon leurs recherches, quand quelque chose est tellement insupportable et cruel, la personnalité se divise en plusieurs parties, juste pour pouvoir survivre. C'est ainsi que naît le trouble dissociatif de l'identité ou personnalité multiple. Sans la connaissance de ces études spécialisées approfondies, ce qui va suivre ressemble à de la fantaisie insensée. J'ai moi-même dû lutter contre cela pendant quelques années, mais les sommités parmi les spécialistes m'ont convaincu. Par exemple, le psychiatre Corydon Hammond, la thérapeute en traumatologie Michaela Huber, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, professeur Andreas Krüger, la psychologue diplômée et psychothérapeute Claudia Flies, le psychologue Hans Markovitch, le spécialiste en médecine psychosomatique et psychothérapie, professeur Harald Schickendans, la psychologue diplômée et thérapeute en traumatologie, professeur Bettina Overkamp, l'auteur et journaliste allemande Ulla Fröhling, le psychologue diplômé, professeur Hans Ulrich Gress, etc., etc. Écoutons d'abord ce dont témoignent d'autres voix de spécialistes. Depuis des décennies, Lise Wiska-Strauch s'occupe de cette thématique en tant que journaliste d'investigation. Elle a interviewé de nombreuses victimes, témoins et professionnels.
Elle est la réalisatrice du film de service public Höllenleben, Vie d'enfer, avec les recherches de Guido Grant, et vient de sortir un nouveau film sur le thème des abus rituels. Les médias publics ayant entre-temps complètement censuré le sujet, elle a dû produire le film Blinda Fleck, en français Angle mort, grâce à des dons et le diffuser par ses propres moyens. Elle a également publié cette année un ouvrage de fond sur le phénomène « Personnalité divisée, le trouble dissociatif de l'identité entre traumatisme et déni ». Il existe de nombreuses études sur le trouble dissociatif de l'identité qui s'appelait autrefois la personnalité multiple. Et c'est un diagnostic qui, tout comme la notion de violence rituelle, est toujours remise en question, bien que des études scientifiques à ce sujet existent à l'infini. Avec son livre, Lise Wiska-Strauch ouvre une brèche pour tous les nombreux survivants qui ne sont pas crus. Dans son film Blinda Fleck, elle donne notamment la parole au docteur Andreas Krüger, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Il dit que lorsque la dissociation de la victime est surmontée, les souvenirs remontent alors soudainement à la surface et le corps réagit massivement par des tremblements, des sueurs et des crises d'essoufflement. Il dit qu'il a été prouvé des dizaines de milliers de fois qu'il existe une violence sexuelle organisée, pédocriminelle, qui est toujours en partie ritualisée. Il est évident que des organisations plus importantes sont derrière tout cela. Le psychologue Hans Markovitch a consacré presque toute sa vie à la recherche sur le cerveau. Il n'a aucun doute sur l'existence des troubles dissociatifs car lui et ses collègues les ont déjà vus des centaines de fois. Cela signifie qu'ils sont effectivement torturés, entraînés. On pourrait dire qu'ils sont conditionnés pour fonctionner sur simple pression d'un bouton quand on a besoin d'eux pour certaines situations. Oui, mon père s'est donné pour mission de me traumatiser, de me torturer, de me contrôler, de me manipuler et de faire de moi la créature qu'il veut et à laquelle il peut avoir accès quand il veut. Et plus on les maltraite avec des douleurs et autres, plus l'identité a tendance à rester divisée. Ce qui est en fait une stratégie de survie très ingénieuse du cerveau. Vraiment un tour de force quand cela devient insupportable, c'est de se scinder en plusieurs parties, pour ainsi dire, de se diviser et de séparer les connaissances et les sentiments. Et avec cela, les enfants peuvent encore à peu près fonctionner dans la vie quotidienne, donc une partie vit l'horreur et l'autre va sagement à l'école et ne sait rien de l'horreur. Ils utilisent des déclencheurs. Je veux dire qu'il y a quelque chose comme une personnalité de tous les jours, oui, ma vraie personnalité qui est dans la vie de tous les jours, qui agit normalement, qui est allée à l'école et qui a appris et qui a joué avec des enfants. Et d'un autre côté, j'aime bien l'appeler personnalité nocturne, même si tout ne s'est pas toujours passé la nuit. Mais ces parties dissociées qui sont devenues actives au moment même où l'abus a eu lieu. Et ce que mon père vient de faire, c'est qu'il m'a déclenché avec certaines choses. Par exemple, il a enlevé mes lunettes et il a dit une certaine phrase. À partir de là, je me suis figée. À partir de là, j'étais comme éteinte. Et à un moment donné, il m'a remis les lunettes et j'étais de nouveau dans la réalité, dans le quotidien. Et ce qui s'est passé entre les deux, ma conscience quotidienne ne l'a pas pris en compte. Elle l'a complètement refoulé. Le contrôle mental, le MK Ultra, c'est quelque chose qui a été appliqué chez moi, vers quoi il a travaillé. Il était militaire de carrière, il avait des contacts dans les milieux les plus divers. Dans cette personnalité de la nuit, comme l'appelle Hadassah, il se passe des choses atroces selon les témoignages massifs de survivants. On a même pu observer à la télévision publique comment un dédoublement de la personnalité peut se manifester chez des personnalités de premier plan. La meilleure façon d'expliquer de telles scènes est de parler de dédoublement de la personnalité. En voici quelques exemples. The Saturday Night Crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. So was that the great Rick Rubin who was helping produce that with you, Marsha, when you did that?
Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. Yes, I'm sorry. What was the question? So that's where I come in, and I keep your emotions, and I deal with your emotions over here. But when it comes time for business, I implement what you told me on the emotion side into handling it in a professional manner, because sometimes it's hard for you. Speaking of showing us 2 Chainz, you got a shot, 2 Chainz. You got a shot, let me see that shot, dog. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got a shot. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got. Speaking of showing us, 2 Chainz, you got a shot, 2 Chainz. You got a shot, let me see that shot, dog. Oladipo, who is the reigning 2-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can actually. You know they call me O'Brown Eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk Contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling. And that is what they were doing. And you mentioned Kyrie with tonight's draft lottery. We now have the answer for how that trade finishes up. So how do we view that now in totality? I'm afraid we lost Rachel. We lost Rachel Nichols. Come back. I'm here. I'm here. You can hear me? Instant. Come back. Boom. Instant. Come back. One last time. Meine Mutter redet genauso wie du bist. Ja? Wann wirst du erwachsen? Nein, das sollst du ja nicht, denn es gehört ja eine große Portion Naivität dazu, diesen Beruf auszuüben. Aber mit einer gewissen Ehrlichkeit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und was wir da versucht haben hochzustemmen, hat wirklich was mit viel Arbeit. Nein, versucht haben hochzustemmen, hat wirklich was Yeah, I was kind of. I was a little down. I found out I was injured and I had to have surgery again, or with another knee. But at the end of the day, I have amazing teammates. Guys like Draymond, everybody on this team, they come over. Guys like Draymond, everybody on this team, they come over. Please? No? Okay, not happening. I'm sorry. I was in a trance. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the... Certaines parties de la personnalité scindée peuvent rester en place pendant l'enfance, comme le montre clairement le film Höllenleben, la vie en enfer, basé sur des survivants de la violence rituelle. Par exemple, en cas de dissociation, les adultes peuvent soudainement retrouver la voix, le comportement et l'écriture d'un jeune enfant. À cela s'ajoute un exemple pratique de Britney Spears qui éveille le soupçon qu'elle a été façonnée dans une telle forge. C'est mon anniversaire. Je n'aurai pas 42 ans, mais 5 ans. Dans une vidéo étrange, le jour de son anniversaire, Britney Spears a soudainement dit « J'ai 5 ans » et a ajouté qu'elle devait aller à l'école maternelle. Elle semblait également contrariée par l'apparence que les paparazzi donnaient à son visage, disant que cela ressemblait à un masque Jason blanc. Le professeur Harald Schickedanz, spécialiste en médecine psychosomatique et en psychothérapie, confirme ce mécanisme de dédoublement. Selon lui, les terribles tortures sont perçues par les victimes comme une éducation. Il s'agirait d'un code de conditionnement ou, justement, de ce que d'autres appellent la programmation. En dépit de ce fait, une Cour suprême suisse a qualifié la violence rituelle de complotisme et donc de mensonge ou de demi-vérité. Ainsi, selon ce jugement, si un psychologue ne déclare pas clairement ce qu'on appelle des demi-vérités ou des contre-vérités, il peut se voir infliger jusqu'à 25 000 francs suisses d'amende par la chambre de déontologie.
Dans le film Blinda Fleck, l'avocat spécialisé en droit de la famille Rudolf von Bracken soulève la question de savoir comment nous en sommes arrivés à ne pas croire un enfant qui se confie à un professionnel. C'est uniquement parce que la société trouve cela incroyable que nous déclarons cela invraisemblable. La thérapeute en traumatologie Jansa Schletzer a une riche expérience des traumatismes complexes causés par la violence rituelle. Elle dit que souvent, on utilise des méthodes de torture qui ne laissent pas de traces, car l'enfant vit généralement dans un environnement où cela pourrait être remarqué. Selon les rapports qu'elle a reçus au fil des ans, la torture à l'électricité est très fréquente. Regardez l'intégralité du film Blinda Fleck sur le thème de la violence rituelle. 10 voix de spécialistes et 7 survivants s'expriment. Les médias bloquent les reportages. Mais voilà qu'entre en jeu le contre-mouvement médiatisé à outrance qui qualifie toutes les victimes et tous les témoins de panique satanique. Nous voyons ici des journalistes et des invités très volontaires sur toutes sortes de plateformes médiatiques publiques. La plupart d'entre eux ont une influence internationale dans les médias. Ils publient et apparaissent dans les formats médiatiques les plus divers. Nous voyons ici le talk VTF Satanic Panic Update numéro 3 de cet été. Les protagonistes s'y livrent pendant 1h36 à des commentaires condescendants sur le travail cinématographique coûteux de Lise Wiskerstrauch et ne lui font pas de cadeau. J'aimerais mentionner ici brièvement que le film a été calculé sur un coût de 347 000 € sans calcul de bénéfices. Tout cet argent, Lise Wiskerstrauch a dû le réunir à grands frais grâce à des dons volontaires. Mais oui, mon impression est aussi que le TDI est quelque chose comme la poule aux œufs d'or dans cette théorie, parce qu'il répond à de très nombreuses questions que l'on peut se poser dans ce récit complotiste. Ce manque de distance professionnelle, c'est ce qu'on observe toujours dans ces cas problématiques, que cette distance professionnelle n'a été présente à aucun niveau, mais qu'en fait la compassion a fait des dégâts. Je pense que vous l'avez tous vu. C'est ça. Selon Susanna Niehaus, qui dirige le Centre de compétences pour les interrogatoires d'enfants et leur protection en tant que victimes à la Haute École de Lucerne, c'est donc la compassion qui fait les grands dégâts. La distance professionnelle fait défaut. À propos de compassion, pendant les 96 minutes au cours desquelles ces personnes détruisent l'œuvre cinématographique de Lise, il n'y a pas une seule fois de compassion ou de discussion sur les victimes. Dans le film de Lise, 7 victimes racontent leurs expériences cruelles. Aucune de leurs déclarations n'est prise en compte. Le fil principal du film traite d'un cas actuel en Allemagne que nous avons déjà présenté au début. Il s'agit de la petite fille qui affirme avoir été abusée rituellement et torturée par son père et d'autres agresseurs. Malgré une échographie de son rectum fortement endommagée, elle est déplacée de force chez le père incriminé. Je demande à Susanna Niehaus et à tout le comité de Satanic Panic où exactement la compassion a-t-elle fait défaut ici? En conclusion, on peut dire que toutes les victimes du film ont fait état de ces tortures, programmations et dédoublements très ciblés de la personnalité. La psychologue criminelle Lydia Beneke est la plus célèbre de tous les défenseurs de ce récit poussé par les médias sur la prétendue panique satanique et ce qui est appelé le syndrome de la fausse mémoire. D'ailleurs, un pédophile avoué a été cofondateur de la False Memory Syndrome Foundation. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans l'une de nos émissions. Ces personnes affirment donc que l'étude de ces crimes atroces n'est qu'une hystérie morale de masse et que tous ces témoignages de victimes sont de faux souvenirs. Nous écoutons brièvement une conférence qu'elle a donnée. Il existe donc un petit cercle de personnes qui sont des thérapeutes en traumatologie. Et ce cercle restreint défend très fortement ces thèses selon lesquelles, comme dans un film, le trouble dissociatif de l'identité, ce qu'on appelait autrefois la personnalité multiple, peut être atteint délibérément chez les enfants. Et qu'il programme ainsi les enfants, comme ils viennent de le dire, avec certains déclencheurs comme un chien de Pavlov.
Si cela fonctionnait, je suis relativement sûre que toutes sortes de services secrets et même d'armées du monde entier l'auraient déjà exploité. Mais personne ne l'a fait, sauf les satanistes, prétendument. Et il a été prouvé que cette affirmation n'est pas exacte, car il s'agit justement, de par son origine, d'un produit des services secrets militaires. Nous l'avions déjà souligné au début du film. Le juriste Marcel Polt le prouve dans ses livres avec des documents militaires originaux. C'est ce qu'ont confirmé les survivants Fiona Barnett, Bryce Taylor, Cathy O'Brien et bien d'autres. Selon la Fondation pour la lutte contre l'injustice, la CIA a mené dès les années 1960 des expériences abominables sur des enfants dans le cadre du projet MKUltra. Et l'expérience empirique du chien de Pavlov confirme en réalité les déclarations des survivants de la violence rituelle. Celle-ci a été réalisée par le chercheur russe et prix Nobel Ivan Pietrovitch Pavlov afin de démontrer le conditionnement classique selon lequel on peut être conditionné par des stimuli déclencheurs ciblés. Des centaines de survivants et de témoins de violences rituelles affirment que l'armée ne se contente pas d'utiliser ces programmes de conditionnement, mais qu'elle les a même étudiés et y joue un rôle de premier plan. Je suis une survivante d'abus rituels sataniques. Je suis une survivante du contrôle mental basé sur le traumatisme, impliquant à la fois l'armée et des pratiques occultes. Et ce sont là des catégories très larges. Pour moi, il y a aussi une composante liée à l'implication de la NASA. Même des hauts gradés de l'armée sont secrètement impliqués. Nous avons été vendus au gouvernement fédéral par notre père et ses prêtres et chefs militaires, et je peux vous donner des noms si vous le souhaitez. Camp d'église avec Pearl Knight. Elle n'est plus parmi nous, mais elle était aussi dans mon camp d'église et elle était aussi l'une des femmes qui ont mené les expériences dans les bases militaires souterraines profondes de la base aérienne de Vandenberg. Ces psychopathes au sommet pensent qu'ils vont créer un ordre satanique qui dominera le monde. Il y a eu un soutien à un haut niveau du gouvernement américain pour ce genre de choses avec les opérations Bluebird, Paperclip, Mockingbird et bien sûr MKUltra qui se poursuivent encore aujourd'hui. J'ai été utilisée pour des choses horribles comme des assassinats, des tortures et des mutilations de personnes. J'ai des parties de moi-même qui ont été entraînées militairement. Une partie de mon monde intérieur est dans l'armée pour que ces parties puissent ensuite être utilisées pour espionner d'autres groupes ou faire je ne sais quoi. J'ai subi des abus rituels sataniques dans des temples mormons. J'ai survécu à des abus rituels sataniques dans des mosquées, des synagogues, des cathédrales, des palais et des châteaux, et des ruines comme des ruines druidiques en Europe. Des choses comme ça, en Asie, aux Philippines. Et puis, alors ça, c'était juste les premières années. C'est à partir de là que les traumatismes militaires liés au contrôle mental sont entrés en jeu et que je me suis déplacée de base militaire en base militaire pour des expériences scientifiques et des traumatismes terribles, épouvantables. J'avais des puces dans mon corps et des fils dans mon cerveau. Je suis donc dans cet environnement de laboratoire et je vois un homme dans les yeux duquel j'ai pu voir tant de gentillesse et de douceur. Et lui aussi, à cette époque, avait des fils qui dépassaient de son cuir chevelu et ils lui ont fait une piqûre. Et le contrôle mental et je ne sais quel interrupteur qu'il place en lui. Et soudain, il devient un tout autre homme et commet les pires crimes qu'on puisse imaginer contre des femmes et des enfants juste sous mes yeux. Des choses horribles que je ne veux pas répéter parce qu'elles sont trop horribles. Et il pleurait parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose avait pris possession de lui et il le regardait faire ces choses. Et je pouvais toujours voir cette douceur et cette gentillesse dans ses yeux. Et il pleure parce que maintenant, il ne peut plus se retenir. Et je vois le mal dans les yeux de l'homme qui lui a fait la piqûre.
Le 18 juin 2025, une conférence de presse a eu lieu à Hambourg sur l'arrestation de celui qu'on appelle White Tiger, le tigre blanc, âgé de 20 ans. Selon l'enquête, White Tiger ferait partie d'un groupe international et d'un vaste réseau sous-jacent. Les victimes sont des enfants vulnérables de 8 à 17 ans. Agresseurs, entre autres les cultes sataniques. Il a été inculpé de meurtre, tentative de meurtre, abus sexuels sur des enfants, viol. Nous passons brièvement en revue la liste des crimes avérés, car c'est trop cruel à citer. L'objectif du groupe serait de collecter et d'échanger des images et des vidéos atroces. Et voilà, chers téléspectateurs, White Tiger a commis au moins plus de 100 atrocités grâce à des techniques de manipulation sans être lui-même présent. Par le biais d'une transmission sur Internet, White Tiger et les autres coupables donnaient des instructions aux victimes pour qu'elles commettent des actes cruels et ces dernières les exécutaient devant la caméra. Cela s'est fait par une manipulation psychique ciblée, un conditionnement et un contrôle à distance. La police a dû analyser 665 enregistrements avec 120 heures de lecture. Il a ajouté qu'il s'agit d'un système de peur. Il semble donc que cette poule aux œufs d'or existe bel et bien. La question est maintenant de savoir si Lydia Beneke, psychologue criminelle et formatrice de la police, a un manque de connaissances ou si cela cache plus que cela. Qui est Lydia Beneke? Qui sont ses compagnons d'armes, Bern Harder et Christoph Pilz? Pourquoi est-il si important pour eux de nier la violence rituelle satanique? Dans le même temps, Lydia Beneke et son groupe critiquent vivement l'OCG et la TV. Voici qui nous sommes, l'équipe bénévole au cœur de la TV. Dans l'émission Scandale SRF et Robin Rehman, nous montrons comment Lydia Beneke apparaît sur des images et lors de conférences avec un grand prêtre satanique nommé Francis Dollarhide. Elle a mené des entretiens avec de vrais vampires et minimise le vampirisme. Bernd Harder pose avec Lydia Beneke devant une photo où une femme est découpée en morceaux. L'émission montre également les liens du journaliste Robin Rehman avec les milieux satanistes. Il a ridiculisé de nombreuses victimes et témoins de violences rituelles sataniques. Quelques jours plus tard, un médecin-chef, une médecin-chef, de nombreux thérapeutes, un reporter en chef et 2 enseignants ont été licenciés. Nous avons prouvé que Robin Rehman était à ce moment-là ami sur Facebook avec le grand prêtre satanique Francis Dollarhide, ainsi qu'avec Lydia Beneke et Christopher Pilz. Et maintenant, cela devient encore plus explosif. Jan Lopez a travaillé comme technicien vidéo à la télévision suisse à Genève. En 1995, lui et ses collègues avaient pour mission de rendre Internet accessible à tous les employés. Jan Lopez a rapporté que c'est ainsi que lui et ses collègues ont découvert une multitude de vidéos snuff, c'est-à-dire des films pornographiques violents, sur les ordinateurs des cadres de la télévision suisse. On y voyait des rituels sataniques, des tortures et des meurtres. Cette révélation a été brutalement étouffée à la télévision suisse, si bien qu'elle n'a jamais été mise en lumière comme il l'a raconté. Toutes les traces des 3 scandales de SRF qui ont suivi et qui avaient alors fait la une des médias ont également été effacées d'Internet. En 2000, Roland Barghetto, un collaborateur haut placé de la télévision suisse, a été condamné pour avoir stocké une grande quantité de matériel pornographique hardcore. En 2005, Jörg Resende a découvert des films pornographiques sur l'ordinateur de Thierry Catherine de la télévision suisse. Jörg a signalé sa découverte et a été licencié sans préavis. En 2010, le directeur de la radio-télévision suisse romande, Raymond Hunsteg, a été condamné pour avoir violé sa petite fille de ses 4 ans jusqu'à ses 8 ans. Il s'agissait de scandales publics qui ont tous été effacés d'Internet, comme l'a révélé le témoin de l'époque Jan Lopez, avec l'aide de Gerhard Ulrich. En 2012, l'animateur et producteur de télévision Patrick Allenbach a également été condamné pour agression sexuelle sur des garçons mineurs. Au sein du personnel de la SRF, il était également connu que des cadres de la télévision suisse organisaient au château de Bossey des séminaires, auxquels étaient également invitées de très jeunes filles légèrement vêtues, sans lien de parenté avec les invités. Dans son livre, Jan Lopez raconte comment sa petite fille Amandine a été entraînée dans le milieu des abus rituels sur mineurs par sa femme. Amandine lui a été retirée. Il a tout publié sur Internet et a également donné la parole à d'autres victimes de la justice. Le 13 mai 2019, son patron à la télévision suisse
lui a demandé de retirer ses publications sur Internet. Pourtant, López n'avait jamais mentionné qu'il travaillait pour la télévision suisse. Il a supprimé la page Internet consacrée à sa fille, mais a laissé en ligne la chaîne consacrée aux autres victimes. Il a été licencié sans préavis le 24 juin 2019. Il a été convoqué par le parquet de Genève et on lui a interdit toute publication. Il a publié un livre intitulé « Le cas Amandine ». Il y citait de nombreuses personnes impliquées dans les réseaux pédocriminels. 5 juges nommément cités, 4 autres personnes dont des directeurs d'école et des maires, 9 autres pédophiles, ainsi que 7 avocats et juges qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires et auraient fait obstruction. Il a en outre mentionné de nombreuses autres personnes qui seraient impliquées dans l'affaire. Gerhard Ulrich, qui a traduit et publié les révélations explosives de López en français, en anglais et en allemand, rapporte. Après la deuxième publication, que s'est-il passé? C'était mi-octobre. Jan López a soudainement disparu de la circulation. En quelle année? En 2019. Il a été retiré de la circulation et ses amis de Citoyens pour la justice publique l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé. Avec le temps, il a filtré qu'il avait été placé en garde à vue par la police judiciaire de Genève, mis à l'isolement et maltraité. L'ancien patron de Jan López à la télévision suisse a porté plainte contre Gerhard Ulrich pour ses publications. Nous faisons maintenant un saut dans le temps. Nous voyons ici Jan López sur son lit de mort. Sur le canal officiel de la Swiss Church of Satan, nous voyons une vidéo dans laquelle il se moque de l'agonie de Jan López, le défigure et le présente comme un diable. Dans une vidéo précédente, il était fait symboliquement allusion à sa mort. Dans une autre vidéo, une poupée vaudou portant les initiales YL est poignardée à plusieurs reprises et brûlée. Selon des témoins proches de Jan López, voici quelques extraits des vidéos en question. Après la mort de López, des militants de la Suisse romande ont fait la lumière sur l'affaire Jan López sur Agora TV. Cette chaîne a été supprimée de YouTube. La Swiss Church of Satan a lancé une chaîne fake du même nom afin de dénigrer la chaîne. La même chose s'est produite avec la chaîne originale de Jan López 777 qui a été supprimée et remplacée par une chaîne fake du même nom. Grâce à des imitations vocales illégales, ils font parler López dans ses fausses vidéos. François de Siebenthal d'Agora TV présente des preuves montrant que YouTube permet à la Swiss Church of Satan de diffuser ses vidéos, tandis que les vidéos d'Agora TV sont censurées. Cela se fait sur la base de plaintes et d'arguments fallacieux, à savoir de prétendues violations de droits d'auteur. Les plaintes ont été déposées auprès d'une gendarmerie en France qui n'a aucune compétence judiciaire et qui, selon Siebenthal, est en fait une caserne. La reproduction des vidéos originales d'Agora TV dans lesquelles on peut voir, par exemple, Jan López et François de Siebenthal est brûlée par la Swiss Church of Satan dans l'une de ses vidéos sur fond de rituels sataniques de torture. Satanisme.
C'est précisément ce genre de rituel satanique cruel que décrivent toutes les victimes de la violence rituelle satanique. Lynn Morris l'a décrit comme la fréquence de l'enfer, du satanisme et du luciférianisme. Elle mentionne les sacrifices de sang, la torture et les abus rituels. Pierre de France raconte le meurtre rituel atroce d'un bébé, au cours duquel le grand prêtre sataniste, son propre grand-père, a guidé sa main d'enfant. Le bébé aurait ensuite été mangé. Cannibalisme. Il se bat maintenant pour que les gens comprennent enfin qu'il y a un réseau incroyablement grand derrière tout cela. L'ancien fonctionnaire de l'ONU et président européen du Club de Rome, Călin Georgescu, témoigne que plus de 8 millions d'enfants disparaissent chaque année. Christy Allen raconte l'horrible sacrifice satanique d'un bébé dont le cœur a été arraché. Aria raconte un cruel sacrifice cérémoniel d'un petit garçon, au cours duquel il a été demandé aux autres enfants de poignarder le pauvre petit garçon dans le cœur. Elle s'est enfuie. Kibilinga fait également état de satanisme, d'abus rituels, de meurtre, de cannibalisme, de cruauté envers les animaux et d'inceste. Erika Ingram qualifie de bizarres toutes ces choses qu'elle a vécues en tant que survivante avec le satanisme. Selon elle, des personnalités célèbres ont commis ces actes horribles et ces manipulations mentales. Le grand-père de Sherry était un prêtre satanique qui la soumettait à d'horribles rituels et à de graves tortures physiques et psychologiques. Elle a survécu à de graves abus rituels sataniques. Jay Parker a grandi avec des abus rituels sataniques et une programmation basée sur le traumatisme. Il qualifie ces expériences d'horreur absolue. Cheryl Beck dit « Satan n'a pas de pitié ». Elle fait état d'orgies, de sang diabolique, du programme MKUltra et d'abus rituels extrêmes sur des enfants par des personnalités de haut rang. Les expériences cruelles de Jane concernaient également des personnalités éminentes dans des groupes secrets, des francs-maçons qui pratiquaient des rituels choquants. Shreeze met très fortement en garde dans son horrible récit de victimes contre la franc-maçonnerie dégénérée de haut niveau en tant que secte mondiale qui ne fait que des dégâts. Par le rituel, ils seraient en contact direct avec Satan et l'invoqueraient. Ces déclarations sont également confirmées par les témoignages de victimes d'Aria, Lynn Morris, Anna Noel, Rachel Rama et Heike A. Et nous n'avons même pas encore parlé de Caroline Bramal, Becky Percy, Robin, la Théa, Nancy Kruger, Pia, Sandro, Natalia, Evan Rachel Wood, Esme Bianco et des 35 autres survivants qui figurent encore tous sur notre liste. Pour finir, juste 3 exemples. Mia d'Allemagne explique que toutes ces choses horribles sont faites pour Satan, pour leur souverain. Ils adorent Satan. La survivante Heike A déclaré qu'on leur avait répété sans cesse « Si tu passes du statut de victime à celui de bourreau, Satan agit à travers toi et tu as du pouvoir. » La meilleure définition qui me vient à l'esprit pour les abus rituels sataniques est une torture psychologique, émotionnelle, spirituelle, sexuelle et physique extrêmement sadique infligée à des enfants par le biais d'une cérémonie au cours de laquelle le diable Satan est vénéré en se moquant de Dieu de manière blasphématoire, en se moquant de la mort et de la résurrection de Jésus. Si votre but ultime est de devenir célèbre, vous ferez beaucoup pour l'atteindre. Par exemple, signez votre nom avec du sang sur un contrat avec le diable. Merci à Satan de m'avoir donné l'inspiration pour jouer ce rôle.
see us, your children will love us, and your children will join us. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for your children. Le monde doit se réveiller. Ce monde appartient à Satan et nous devons le récupérer. Ce court-montage illustre tous les témoignages des survivants de la violence rituelle satanique, qui attestent que Satan s'est emparé d'auteurs de tous horizons pour commettre les actes les plus diaboliques. Nous sommes loin d'avoir présenté tous les témoignages reçus sur la violence rituelle satanique, mais le temps est écoulé. Ce qu'il y aurait encore à dire sur les centaines d'autres survivants est parfaitement présenté dans les vidéos de la Swiss Church of Satan. Dans leurs vidéos, ils donnent un aperçu de torture, E-E-N-C-H-A-M. C'est comme la vallée des... viol, programmation et conditionnement, cannibalisme, rituel satanique, messe noire satanique avec victimes hypnotisées, enfants enlevés disparaissant dans des donjons, vidéos méprisant les enfants, crime médical. Alors que chez nous à CLA TV, nos vidéos sont constamment supprimées et censurées et que nous allons d'une affaire judiciaire à l'autre, leurs vidéos peuvent subsister au vu et au su de tous sans conséquence. Les connaisseurs du milieu de la violence rituelle satanique soupçonnent certaines de leurs vidéos de contenir les sons et les enregistrements vidéo de véritables atrocités. Il ne s'agit plus seulement d'hommes mauvais et méchants, mais aussi de forces spirituelles de la méchanceté et de la mort, qui proviennent de sphères invisibles qui nous entourent. La Bible appelle ces puissances des cosmocrates, des puissances originelles, des esprits mauvais, des esprits impurs, des êtres démoniaques, et plus précisément les puissances qui ont pris possession des personnes qui y sont sensibles. Les puissances spirituelles comme le péché, la mort et le diable ne peuvent être vaincues, bannies et enchaînées de manière permanente que par la puissance de Dieu, c'est-à-dire par les forces de Dieu en nous. Toute recherche, aussi fondée soit-elle, s'évanouit et toute preuve, aussi évidente et irréfutable soit-elle, apparaîtra comme un simple délire tant que les résultats de nos révélations ne seront pas accompagnés de la force de l'esprit. Je dis bien poussés et imposés par Dieu. Le fait est que si nous unissons notre volonté la plus profonde, chaque matin, si nous mettons en œuvre la force divine qui réside en chacun de vous, et si nous commençons à proclamer ensemble de manière créative, parce que nous croyons, alors toutes les forces s'unissent à nous. Les bons se soumettent, font ce que nous leur disons, et les méchants se soumettent. Les personnes possédées par le diable sont ainsi privées de leur pouvoir. Les constructions mensongères consolidées par des forces diaboliques s'effondrent, et les gens reconnaissent soudain la vérité. C'est la raison pour laquelle nous sommes des millions aujourd'hui. Ils sont éveillés, disons-nous dans notre langage, par des proclamations communes et des prières de foi synergiques, c'est-à-dire par des déclarations de volonté synergiques, si tu veux les appeler ainsi, plutôt que par des prières. Des villes entières ont été transformées grâce à l'expression synergique de la volonté des justes. Des structures mafieuses inflexibles ont été démantelées, et des remparts sataniques auparavant impénétrables ont éclaté comme des bulles de savon. Et c'est aussi pour cette raison que nous nous connectons tous les matins à 6 heures dans le monde entier et que nous faisons valoir les résultats de nos découvertes
par la force de l'esprit. Et comment nous faisons cela, me demanderas-tu? Par exemple, en donnant chaque matin à 6 heures, entre 6h et 6h05, soit seulement 5 minutes partout dans le monde, mais simultanément, des ordres aux forces spirituelles qui nous sont assignés. Nous ordonnons chaque matin, jugez-vous vous-même, trahissez-vous vous-même, détruisez-vous les uns les autres s'il n'y a pas d'autre moyen. Ce sont nos ordres que nous prononçons et les armées célestes veillent à ce qu'ils soient mis en pratique. Parce que vous savez, cela ne peut pas et ne sera jamais notre travail. Alors, faisons-le ensemble pour que nous sachions de quoi nous parlons. Toute la vérité vient maintenant à la lumière. Toute la tromperie des trompeurs s'effondre. Parce que nous tous, nous sommes un. Le ciel nous donne de l'importance. Maintenant à vous. Toute la vérité vient maintenant à la lumière. Toute la tromperie des trompeurs s'effondre. Parce que nous tous, nous sommes un. Le ciel nous donne de l'importance. En dessous de l'émission, vous trouverez nos proclamations quotidiennes telles que nous les prononçons dans une force créatrice synergique. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous vos amis et connaissances pour qu'elle devienne vraiment lumière. Nous devons tous crier pour ces victimes, sinon cela ne s'arrêtera jamais. Nous remercions les survivants qui ont fait preuve de courage et se sont exprimés publiquement. Nous vous aimons de tout cœur et prions chaque jour pour vous. Nous lançons également un appel à tous les autres survivants de la violence rituelle satanique. Osez faire le pas en public comme les femmes en Israël. Venez à la lumière et inscrivez-vous sur vetopedia.org. C'est la plus grande plateforme au monde pour les contrevoix opprimés. Nous y recueillons également des rapports sur les placements et le trafic d'enfants. Si une tierce personne vous a déjà inscrit en tant que personne concernée, vous pouvez corriger et compléter les entrées. Sur Vetopedia, de très nombreuses vidéos originales sont sauvegardées qui ne sont déjà plus accessibles au public. C'est pourquoi, inscrivez-vous sur Vetopedia. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Unsere Einheit ist nicht in einer Religion, wir haben nur eine gemeinsame Not. Und wenn wir schlafen oder streiten, statt vereint im Kampf zu stehen, sind wir bald schon alle miteinander tot. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Ja, alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Ja, zerbricht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. Was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. Voici les archives historiques de CLA TV. Des émissions d'une valeur d'1 milliard d'euros
Et le plus cool, c'est qu'on te les offre gratuitement. Remplis le formulaire dès maintenant et tu recevras un disque dur gratuit exclusif directement des mains de ton collaborateur régional CLA TV. Vraiment gratuit? Absolument. Le seul prix à payer est que quand tu reçois un disque dur, tu le copies 2 fois et à ton tour, tu l'offres à 2 personnes intéressées. Changer le monde peut être très simple. Commence dès aujourd'hui.